Bonjour tout le monde, je m'appelle Justine Lévesque, je suis coordonnatrice et agente de stage au département d'informatique mathématiques. C'est la suite donc des différentes activités, là, présentations, conférences qu'on offre à nos étudiants. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir des gens du CIUS pour nous entretenir sur les possibilités de stage et emploi. Donc, je suis le plus grand employeur de la région. Il va y avoir comme premier présentateur M. Luc Tremblay, qui est adjoint au directeur des ressources informationnelles et ancien de l'UQAC. Il va y avoir plusieurs intervenants au courant de la rencontre. Si vous avez des questions, il va y avoir chacune des sections. Donc, quand une section sera terminée, vous pourrez lever la main ou écrire dans le chat. Moi, je vais gérer à ce moment-là les interventions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez de la présence des personnes ressources qui sont là pour vous aujourd'hui. Bonne rencontre. Merci Justine pour la belle introduction. Donc, on est vraiment content ici en équipe de venir vous parler de notre établissement, le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est certainement plus connu maintenant qu'il l'était il y a 2 ans, presque jour pour jour, pour les raisons qu'on connaît. La situation nous a mis sur la map davantage. Notre travail n'en a pas changé pour autant. On continue à offrir des services. Donc, on va essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que l'informatique fait dans un établissement d'envergure tel que le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que ça peut être plutôt méconnu pour vous dans quelle envergure de carré de sable on travaille au jour le jour ici pour le bien, au final, de la santé de nos concitoyens. Notre direction s'appelle la Direction des ressources informationnelles, DRI, l'acronyme. Il faut quand même comprendre que c'est une direction informatique, malgré le terme informationnel. Je passe à la slide suivante. Donc, la rencontre, elle va être en quelques parties. Je vais vous présenter le CIUS dans son ensemble, rapidement, un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que la Direction des ressources informationnelles, ça a comme envergure par rapport à l'étendue du CIUS. Et ensuite, je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous présenter leurs services respectifs dans lesquels des professionnels œuvrent qui ont passé par des cheminements dans lesquels vous êtes déjà, c'est-à-dire des bacs qui ont un intérêt envers l'informatique, des diplômes de premier et deuxième cycle. Donc, c'est pour ça que la présentation d'aujourd'hui est très ciblée pour des profils pour lesquels vous étudiez présentement. Le CIUS dans son ensemble. Donc, si je vous demandais, je ne vous demanderais pas de me donner la réponse, mais faites la réflexion immédiatement, le CIUS, combien que ça peut couvrir d'installations physiques individuelles. On passerait rapidement aux 6 hôpitaux de la région, puis les CHSLD qu'on a entendu beaucoup parler, mais je vais inclure à ça des CLSC, des cliniques de réadaptation, des centres de déficience intellectuelle, déficience physique, des centres pour des ressources auxiliaires. Donc, à terme, le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça couvre 62 installations physiques permanentes et 17 laboratoires, en plus d'installations temporaires telles les centres de vaccination, centres de dépistage. Donc, c'est beaucoup d'immobilisation et d'interconnexion qui couvrent un très grand territoire. On s'entend toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et même au-delà. Vous allez en entendre un peu plus à ce niveau-là tout à l'heure lors d'une étude de cas pour un des grands projets dans lesquels on travaille. Justine l'a bien dit, plus grand employeur de la région, donc on compte 10 500 employés. Ce sont des données modestes parce qu'avec la pandémie, on a atteint des pics de 13 500, 14 000 employés par moment. On est définitivement au-delà de 10 500 actuellement. Donc, vraiment plus gros employeur de la région. En termes de ressources informationnelles, par-dessus ça, pour offrir tous ces beaux services-là, je vais y aller plus dans le concret. J'ai ici l'étendue de notre territoire. Donc, pour offrir les services, le soutien à tous nos partenaires cliniques qui, à terme, sont les services que vous connaissez lorsque vous faites différents types de consultations dans le réseau de la santé. Pour nous, l'informatique, c'est plus de 100 employés. C'est près de 8 000 postes de travail ou autres types d'équipements pour travailler, telle tablette, poste client léger, etc., qu'on a à opérer et supporter pour nos utilisateurs.
C'est des centaines de systèmes d'information. Systèmes d'information, des fois, c'est des applications, des fois, c'est des gros logiciels d'information complexes, des ERP qu'on pourrait appeler, dont 5 ans sont critiques pour nos opérations courantes, pour être capable d'offrir la qualité de service, la sécurité de service à nos usagers. On a des centaines d'équipements biomédicaux connectés. Donc, tous les appareils spécialisés que l'on voit dans peu importe les secteurs qu'on peut voir dans le réseau de la santé, c'est généralement connecté, tantôt par Wi-Fi, filaire, sur des serveurs, des interfaces qui envoient des données, extraient des données. Donc, ça fait partie aussi de l'étendue de ce qu'on a à assurer. On parle de plus de 1000 serveurs, près de 200 physiques, plus plus de 800 virtuels pour propulser toutes les applications dont je vous parle. On parle de plus de 2000 composants de télécom, donc routeurs, switch, modules d'accès à distance, là, AP, etc. Et des centaines de contrats fournisseurs. Parce que si vous avez fait le calcul rapidement, c'est plus de 100 employés, c'est un gros parc à entretenir, mais aussi on a du soutien de la part de nos fournisseurs pour être capable d'assurer une qualité de service et de se revirer rapidement en cas d'incident majeur. Donc, j'ai mis quelques fournisseurs ici. Il y en a 2 qui représentent bien le réseau de la santé, qui sont très implantés, TELUS Santé, Logitech. On a aussi des contrats avec des fournisseurs, naturellement, plus généralistes, comme des fournisseurs d'équipements ou de logiciels tels Oracle HP. C'est quelques exemples parmi tant d'autres. Donc, c'est ça, la portée du CIUS. C'est ce qu'on a, c'est au niveau grosseur du carré de sable, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au day-to-day pour être capable d'opérer tout ça? C'est mes collègues qui vont y aller plus en précision dans leurs services respectifs. Donc, je vais passer la parole à M. Jean-Roch Duchesne qui va se présenter. Bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui. En fait, moi, je m'appelle Jean-Roch Duchesne. Je suis un ancien de l'UQAC. J'ai fait mon génie informatique à l'UQAC il y a de cela plusieurs années. Et ensuite, j'ai intégré le réseau de la santé. Depuis, j'ai atterri en fait en poste comme chef de service à la livraison des systèmes d'information au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, moi, je dirige un service qui est composé d'une quinzaine d'experts en TI spécialisés dans différents domaines. Des domaines tels que la gestion de projet, l'intégration, le développement, l'analyse d'affaires, l'analyse fonctionnelle pour en fait tous les professionnels de la santé, quand ils ont des besoins en technologie, s'adressent à mon service en premier et après ça, on discute de comment on peut arriver à répondre à leurs besoins. Notre rôle, en fait, c'est vraiment de livrer des systèmes d'information pour répondre aux besoins de l'organisation. Les analyses qu'on fait ensuite là, par les gens qui travaillent au service, on fait l'analyse technique, l'analyse applicative, l'analyse organisationnelle de l'application qu'on va mettre en place. On commence toujours par faire ce tour d'horizon-là avec les gens. Dans le domaine des TI en santé, je peux vous dire que quotidiennement, là, on fait face à beaucoup de défis. L'évolution technologique là, actuelle là, demande beaucoup en termes de compétences là, des gens comme vous qui font un bac en informatique là, pour assurer le fonctionnement là, existant puis l'intégration des innovations là, qui est en santé. Là. On parle beaucoup de nouveaux objets connectés là, en santé. Ça s'en vient. Les maisons des aînés que vous avez entendu parler par le ministère, ben là, c'est ça, ça demande encore des défis technologiques là, parce qu'on nous demande de creuser davantage nos méninges pour arriver à des solutions là, qui vont répondre, qui vont être encore plus efficaces pour donner des soins à la population. Parlons maintenant. Je vais vous montrer cette image-là. En fait, je vous la laisse la regarder. Je vais prendre une pause de 10 secondes. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Par contre, moi, quand je regarde cette image-là, ça m'amuse beaucoup parce que c'est la réalité qu'on a souvent en informatique. On a un client qui exprime un besoin, qui veut quelque chose. Puis il nous dit, moi, il me faut telle solution, telle. Puis on se ramasse que souvent, personne ne voit les choses de la même façon. C'est un peu ça que ça illustre, cette image-là, c'est qu'en réalité, le client, il voulait juste un jeu extérieur pas trop cher pour ses enfants à installer dans le coin de l'arbre. Puis, on se ramasse qu'il n'y a pas de documentation parce que
Ça n'a pas été, l'opérationnalisation n'a pas suivi. Donc, ça, c'est vraiment le défi qui vous attend chez nous comme analyste, là, c'est de prendre tout ça ensemble et faire voir la même vision à tout le monde. C'est un beau défi. Puis le rôle de défi, le rôle des TI en santé, là, présentement, vous le savez, là, avec la pandémie, c'est plus déterminant que jamais. On fait partie intégrante des solutions à la pénurie de main-d'œuvre que vous connaissez, à la pression sur le réseau de la santé. Il faut écouter nos professionnels de la santé parce qu'ici, on ne fait pas juste des TI. C'est ça qui est différent là, dans notre organisation. Ce qui est vraiment, moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est qu'au bout de la chaîne, là, il y a un être humain. Il y a des gens, et on les soigne avec nos TI. Parce que c'est ça que ça fait quand on réduit les listes d'attente. C'est ça qu'on fait avec nos systèmes. Au final, il y a des gens qui sont soignés. En fait, quand je vous dis on se creuse les méninges, ben c'est un peu ça. C'est primordial de cibler c'est quoi le problème. Parce qu'au final, ben des fois, faut écouter. On écoute nos professionnels qui œuvrent dans le milieu. Ils ont des bonnes idées, mais ils savent souvent pas comment qu'on peut comment on peut les aider. Ils savent pas comment qu'on peut arriver avec un système qui peut répondre à leurs besoins. Ben, c'est là que nous, on intervient. Ensuite, mais ça, je voulais vous montrer en fait que dans le réseau de la santé, on a plusieurs paliers. T'sais, on est un organisme public, on a des processus qui sont rigoureux, qui sont bien documentés. On a plusieurs paliers d'approbation pour démarrer, financer un projet. Fait qu'on travaille en collaboration avec vraiment plusieurs organisations. On est un CIUS parmi des CIUS. Puis on parle avec aussi les collègues là, du réseau parce qu'on a tous un peu les mêmes défis. Puis c'est seulement avec la collaboration qu'on peut arriver à passer à travers ces processus de livraison-là, puis réussir à livrer ce qu'il faut pour notre organisation. On est dans une architecture intégrée. Je veux vous amener au fait de juste faire voir un peu que tous nos systèmes d'information là, sont interconnectés. Nous, au jour le jour, il y a des interfaces qui communiquent. Tous les systèmes doivent communiquer. Si je peux vous donner une image, là, le patient, là, il suit une trajectoire physique quand il vient en milieu hospitalier. Tu sais, il va passer à son arrivée, il va faire un séjour dans l'hôpital, puis il va quitter, on l'espère, puis il va être transféré. Mais ça, c'est ce qu'on appelle là, les admissions, les départs, les transferts. Puis quand en informatique, c'est vrai aussi, tout suit. Fait que si, exemple, là, le client a besoin d'un médicament ou d'un test au laboratoire, ben, le système va parler avec le système du dossier d'usager pour que l'information circule. Fait qu'il y a vraiment un parcours informatique, le patient, quand il est dans l'hôpital. C'est grâce à nos systèmes d'information. Je vous montre un peu, là, je donne une vue, c'est ce qui a été annoncé par le ministère. On parlait du DSN, qui est le dossier santé numérique. C'est une vision. Ce que je vous partage, c'est une vision, là, une vision en 3 axes. C'est l'alignement où on s'en va avec nos systèmes. On s'aligne pour être au niveau provincial, pareil, le plus possible de chaque région, de chaque CIUS, pour arriver à donner les soins à la population avec un portail citoyen, nos missions cliniques, puis avec tous les systèmes administratifs qui les supportent. Donc, vous voyez un peu, là, ça, c'est vraiment pour vous donner une idée. Là, on est assez ambitieux. C'est une visée du ministère, mais à terme, on va intégrer tous les systèmes et on va rendre disponibles les meilleurs outils technologiques possibles pour supporter les professionnels de la santé. Puis c'est sûr que je ne vous cacherai pas que ça implique des gros changements, beaucoup de défis en lien avec la transformation numérique de l'organisation. Un projet provincial, je voulais vous partager un petit peu, c'est quoi un projet provincial quand on entend ça? C'est quoi ça implique pour nous? Un projet provincial, ben d'abord, ce qui est intéressant, c'est gros, puis c'est aussi, ça nous rappelle que le réseau, là, c'est comme une grosse famille. À chaque projet, on fait des nouvelles rencontres, on découvre des gens dans le milieu, puis on travaille en collaboration avec les autres pour arriver à faire quelque chose qui paraît impossible, mais ensemble. Ce que je veux vous montrer par là, je vais vous donner un exemple de projet provincial. Je vais vous parler du système d'information de laboratoire, qui est le logiciel le plus utilisé dans le milieu médical. Au Québec, là, on parle de 122 laboratoires publics au Québec, 12 GRAP, plusieurs fournisseurs différents, plusieurs versions, plusieurs bases de données indépendantes à l'intérieur des GRAP.
Quand on parle d'une grappe, là, on parle de plusieurs régions. Comme nous, notre grappe, elle s'appelle l'Optilab, notre grappe de laboratoire, puis elle comprend la région 9 et la région 10. Fait que nous, on est une grappe de laboratoire qui comprend 3 régions. Donc, dans notre grappe, à nous, on a 17 laboratoires répartis sur les 3 établissements que je viens de vous nommer. On a 2 multisites régionaux, puis on a 10 bases de données indépendantes. Le but du projet provincial, c'est justement d'arriver à travailler tous ensemble et intégrer au provincial. Fait que quand on regarde ça à l'échelle de la province, là, les chiffres sont encore plus impressionnants. On a 4800 technologistes médicaux, 1350 techniciens de laboratoire, près de 100 000 infirmières, sûrement 100 000 aujourd'hui, et plus de 22 000 médecins actifs. Si on se ramène à nous, on a au moins 10 000 utilisateurs, là, tout type d'emplois confondus dans nos systèmes de laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait un coup qu'on a tout ça ensemble? Bien, on regarde comment on peut déployer le système. C'est ça qu'on fait. Moi, j'ai des analystes. Là, je vous parle d'un exemple. Là, il y a un chargé de projet qui s'occupe de ça. Il doit mettre en place les phases, les préparations, toute l'analyse du système, comment il va être connecté au provincial aussi, comment il va parler avec l'engin pour que l'information de laboratoire soit disponible partout ce que le patient va en avoir besoin à la grandeur du Québec, pour n'importe quel médecin qui aurait besoin de la consulter pour donner des soins. Donc, si on regarde stratégie de déploiement, c'est des choses qu'il faut planifier, là, les phases, la cueillette d'informations, les déploiements. C'est vraiment un exemple typique de comment on peut mettre en place un gros projet comme ça. Un peu plus loin, si on va plus loin, je vais vous parler un peu de stratégie de déploiement, mais ça fait partie des réflexions que l'analyste en informatique va faire ici. Il va devoir faire le séquencement des sites, travailler avec les parties prenantes parce que on est plusieurs, comment je vous dirais ça? Par exemple, pour ordonnancer des mises en production avec plusieurs partenaires, il faut regarder plusieurs paramètres. Par exemple, les risques, les gains, les échéanciers, il faut parler avec les fournisseurs, les pilotes. Tu sais, ça implique beaucoup de monde. Par contre, la personne, ce qui est gratifiant, moi, je trouve beaucoup pour l'analyste, c'est drôle un peu à dire, mais c'est souvent la personne qui comprend le mieux tous les impacts, même les impacts cliniques. Parce qu'à force d'être dans le dossier, il coordonne toutes les activités. Parce que souvent, on se le cachera pas, là, les gens du clinique n'ont pas toujours le temps pour faire ce travail-là. Donc, mais ils doivent le faire avec nous, mais c'est là qu'on travaille en coopération avec nos clients. Puis, j'ai invité avec nous quelqu'un de mon équipe que j'aimerais lui céder un peu la parole pour qu'il parle un peu de son travail, qu'il livre un petit peu son témoignage qu'il a à vous offrir. Donc, je céderai la parole à Marc Boudreau. Je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour. Ancien, justement, diplômé de l'UQAC. Moi, j'ai terminé en 93 à l'UQAC. J'ai commencé tout de suite dans le réseau de la santé et des services sociaux. On s'entend que c'est comme le présentait Luc, il y a beaucoup, beaucoup de composantes. Donc, moi, dans mon parcours professionnel, les 30 dernières années, j'ai eu l'occasion, la chance ou l'opportunité de travailler dans la plupart de ces éléments-là. Et surtout, le réseau de la santé est jeune en termes de technologie. On est en rattrapage beaucoup, mais je vous dirais que dans les dernières années, ça va beaucoup. On est vraiment à vitesse grand V. C'est super intéressant, comme le mentionne. Puis, comme professionnel, on est appelé à travailler dans différents volets de nos domaines. Donc, si vous avez une meilleure affinité avec le développement, il y a des possibilités de développement. Si vous aimez mieux analyse d'affaires, en fait, on a toutes les sphères des systèmes d'information sont présentes dans nos murs. Et l'avantage que l'organisation a, on est une taille, comme vous l'avez vu, assez grande pour pouvoir justement se doter de technologies ou d'équipes de pointe. Donc, on a, à travers l'équipe, on parlait de 100 personnes. Fait que quand on travaille, on n'est jamais seul. On a toujours accès à des experts de différents volets. On a la chance de développer notre expertise. Fait que je vous dirais que ce milieu-là, c'est pas mal intéressant. Et moi, ça fait peut-être 8 ans à peu près. Là, on appelle ça répondant de domaine d'affaires. Et moi, le rôle que j'ai principalement, c'est justement de bien comprendre les processus cliniques, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont à faire et de regarder à travers, comme vous avez pu voir, on a des milliers d'applications, en tout cas, on a beaucoup d'applications, s'assurer qu'on adresse adéquatement
le besoin auquel on veut répondre, pour éviter qu'on se ramasse avec 52 solutions pour le même processus d'affaires. Fait que je vous dirais qu'on a ça, c'est super intéressant. Puis, en 30 ans, pour ceux qui n'aiment pas la routine, j'ai jamais eu à faire la même chose. Parce que vraiment, comme vous avez pu le voir, le domaine est vaste. C'est vraiment, vraiment vaste. Et dans les dernières années, il y a un virage qui s'opère au niveau clinique. On est en train justement de déployer des DME, on appelle ça des dossiers médicaux électroniques, à des cliniques médicales qui, depuis une trentaine d'années, eux, utilisaient le papier depuis 30 ans. Et on le met en live justement. Là, suite à la rencontre, il faut que j'aille faire les dernières choses, mais quand ça va être en production, ces personnes-là vont, et chaque intervenant clinique va réduire de 2 heures son temps par jour. Je ne parle pas par semaine, par jour. Parce que toutes les activités cléricales, vous imaginez, là, se lever, aller chercher l'impression, là, tout est intégré dans un peu comme mentionnait mon collègue tantôt, Jean-Roch, on assure vraiment l'acheminement de toute l'information. Je vous dirais qu'un des rôles qu'on a, comme je vous dis, il y a des analystes d'infrastructure, il y a des analystes de développement, il y a des analystes d'intégration, des analystes de support, on a vraiment toutes les sphères dans nos équipes. Donc, venir travailler chez nous, ben, c'est un éventail de possibilités. Là. Si on est vraiment capable de... Puis en plus, encore davantage que dans les dernières années, avec les outils de communication, d'ailleurs, on est tous ensemble ici, puis on n'est pas dans le même local. Fait que de plus en plus, on travaille avec des experts de l'eau d'ailleurs, on partage des travaux. Moi, j'ai travaillé là, depuis à plusieurs reprises sur l'architecture globale pour toute l'imagerie médicale. Donc, on travaille, on fait du design, on fait du concept. Fait qu'on a vraiment accès à des sujets super intéressants et à tout l'ensemble des possibilités sont là parce que, comme je vous dis, on a une taille assez importante. On a plusieurs millions de projets, plusieurs millions de dollars de projets. Donc, on va vraiment, on est capable d'aller loin là, dans la nature du travail qu'on fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est complet. Là, mais... Ouais, si vous avez des questions pour Marc, merci Marc. Ouais. Vous pourrez nous les poser à la fin. Là. Il va rester avec nous. On est très content de l'avoir. Merci Marc. Bonjour. Donc, bonjour, Stéphane Forget. Donc, je reprends la parole à ce moment-ci pour vous parler de l'équipe d'informatique décisionnelle. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment la partie intelligence d'affaires qui est pas mal plus en lien peut-être avec le baccalauréat qui a commencé récemment en informatique de la science des données et de l'intelligence d'affaires à l'UQAC. Mais on a aussi besoin de différents profils. Donc, l'initiative qu'on a mis en place, un peu en mode marketing, un peu, au lieu d'appeler ça intelligence d'affaires, valorisation de données, on l'a appelé Valoria pour valorisation de données et intelligence d'affaires. Donc, on parle toujours à l'interne de l'initiative ou du programme Valoria. Donc, dans l'intelligence d'affaires, ben, pour ceux qui le savent, on part des données qui nous donnent de l'information, qui créent de la connaissance, puis qui nous permettent de communiquer ces connaissances-là. Et le but, c'est partir de l'intuitif sans avoir d'informations au prédictif. Donc, de prévoir le futur avec les données du passé et du présent. Le programme Valoria, pourquoi qu'on l'appelle cette initiative-là, c'est qu'elle touche toutes les directions du CIUS d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est le suivi des opérations courantes. On le veut comme une concentration vraiment unique, à un seul endroit là, de toutes les informations de gestion. Puis la manière de le faire, ça va être via un portail unique, donc une page web unique là, qui va favoriser une navigation standardisée au niveau du CIUS. Donc, le but, c'est vraiment de livrer des indicateurs de gestion, des rapports sous forme de tableau de bord, tout ça dans le but que ça devienne de l'aide à la gestion. Donc, ça ne donne pas de réponse, mais ça permet de soulever des problèmes, des différences entre différents secteurs de la région ou secteurs de l'organisation. Donc, c'est un indicateur est supposé d'amener à l'action. Donc, si l'indicateur est négatif, ça nous permet d'aller en action pour mettre en place,
pour les gestionnaires et chefs d'équipe du CIUS là, pour mettre en place des mesures correctives. Luc en a parlé au début, Jean-Roch et Marc aussi en ont glissé un mot. Au niveau de l'informatique décisionnelle, si on regarde les efforts à mettre en place, ce que l'utilisateur final voit, c'est son tableau de bord avec ses données, qui peut faire du forage de données, et ainsi de suite. C'est à peu près 30% des efforts là, de mon équipe, de notre équipe du CIUS là-dedans pour présenter la donnée. Mais il y a un 70% des efforts qui est hyper intéressant, qui est d'aller chercher nos données dans les sources. On parlait d'une cinquantaine d'applications parmi plus de 400. Notre infrastructure donc est vraiment mise en place au niveau avec les produits Microsoft. Donc, Microsoft SQL Server pour l'entrepôt de données, Microsoft SSIS, donc SQL Server Integration Services, pour ce qu'on appelle le ETL, donc l'outil qui va extraire les données, qui va transformer celles-ci pour qu'elles soient conformes partout dans le CIUS, puis qui va les charger dans l'entrepôt de données. Au niveau de la présentation, ben là, on utilise Power BI avec ces langages de scripts et de formules qui existent, là, donc le langage MDAX, et on va compléter avec les langages R et Python pour présenter ou enrichir la présentation des informations. On a du vécu en BI. L'infrastructure Microsoft dont je viens de vous parler, c'est vraiment ce qu'on met en place présentement. Mais on avait d'autres produits, donc on avait SSRS qui est l'ancêtre moins sexy que je pourrais appeler là, de Power BI, qui est SQL Server Report Services. On était sur une entrepôt de données qui était en PostgreSQL, et un outil de transformation qui était Pentao. Donc, c'est des technologies qu'on est en mode phase-out, que je pourrais appeler, là, en diminution au niveau de l'utilisation. Donc, les prochaines embauches, c'est vraiment pour faire partie de notre direction, qui est notre version 2.0 de l'entrepôt de données, là. Donc, c'est de faire partie d'une équipe dynamique, motivée, qui veut construire la nouvelle plateforme de BI. Puis, on l'a dit à quelques occasions, c'est joindre l'employeur le plus important de la région. On parle de 10 et 12 000 employés. Service TI composé de plus de 100 personnes. Puis, Marc l'a soulevé aussi, c'est la force de l'équipe. Si on n'a pas la réponse, on a au moins 99 collègues et plus en arrière qui peuvent l'avoir. Donc, il y a beaucoup d'interrelations entre les membres de la direction informatique. Et je ne vous cacherai pas qu'avec le domaine dans lequel on est au niveau de la santé, on a un focus important sur la confidentialité des données et la sécurité des données. Donc, c'est quelque chose que c'est un zéro compromis là-dedans. Ce qui est important à connaître au niveau du CIUS par rapport à l'informatique décisionnelle, c'est qu'on a la haute direction, on parle de notre PDG, des PDG adjoints, du comité de direction. On a une direction qui est engagée puis motivée par le pouvoir de la donnée. Donc, ils sont conscients de plus en plus que plus ils sont connaissants de la donnée, mieux ils peuvent prendre des meilleures décisions. Je vous dirais que présentement, on a des initiatives en marche. La plus principale présentement, c'est toute la gestion de l'état des lits. L'état des lits, c'est de savoir si le lit est occupé, il est libre, il est condamné pendant une certaine période de temps qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dedans. Il y a un gros travail qui est fait à ce niveau-là, dans lequel on va jumeler très prochainement toutes les données qui viennent de l'urgence. Donc, c'est des potentielles personnes qui peuvent être hospitalisées. Malgré qu'en urgence, il y en a qui viennent de manière qu'on appelle ambulatoire, ils viennent pour un traitement, puis ils vont repartir. Et il y a tout le volet bloc opératoire. Donc, quand quelqu'un sort du bloc opératoire, souvent, c'est pour être hospitalisé. Donc, ça vient impacter tout l'état des lits. Donc, c'est un peu ça, c'est un écosystème qu'on travaille là présentement. Et du côté plus administratif, il y a des travaux qui sont faits au niveau de la direction des ressources humaines et direction des ressources financières. Vous avez peut-être entendu parler, là, temps supplémentaire obligatoire, qu'on appelle TS et TSO. TSO, on essaye d'en voir le moins possible, puis il y en a de moins en moins qui est obligatoire, mais il y a des analyses qui sont faites au niveau de ces données-là. Et il y a aussi un volet aussi au niveau des ressources humaines qui veulent être capables de mieux planifier ce qu'ils appellent les quotas.
les quotas d'infirmières par nombre de lits, par nombre de patients, et ainsi de suite. Donc, le groupe d'informatique décisionnelle va livrer des tableaux de bord, des indicateurs qui vont les aider à améliorer beaucoup le travail qu'ils vont faire. Pour le moment, je vous dirais, il y a un an, on avait 3 personnes en informatique décisionnelle. On approche la dizaine de personnes impliquées. Puis ça continue à grandir, d'où l'importance, à cause de l'importance que l'organisation lui donne. Une autre chose à connaître aussi, c'est le fonctionnement en mode agile, en équipe multidisciplinaire pour procéder à la livraison des différentes initiatives que je vous ai parlé là, il y a quelques secondes. Donc, on parle de 400 applications, mais ce que vous voyez à l'écran, dans le milieu, c'est notre futur entrepôt de données. À droite, on a les données financières et de paie et grands livres. Mais tous les autres, c'est tous des domaines d'affaires qu'on pourrait appeler des domaines cliniques. Donc, à gauche, Jean-Roch en a parlé tantôt, quand le client arrive, ben, vous avez une carte d'hôpital avec un numéro de dossier, vous êtes admis, vous êtes à l'urgence, bloc opératoire, vous avez des rendez-vous en clinique externe, vous passez des rayons X, des prélèvements, ainsi de suite. Il y a tout le volet aussi, là, hébergement qui est CHSLD. Toutes les cliniques de réadaptation. Donc, si vous voyez à l'écran là, vraiment la couverture complète en mode données, finalement, de ce qu'est le CIUS. Et à échéance, c'est qu'on ait des magasins de données qu'on appelle pour tous ces domaines d'affaires-là. Donc, on est à construire actuellement une partie de ces magasins de données-là, mais le futur devrait être très intéressant à produire tout ce qui reste à côté. Donc, je reviens à mon écran de données, information, connaissances, communication, puis je m'adresse peut-être aux futurs gens qui vont aller en maîtrise ou en doctorat. On parlait de prédictif tantôt, donc à moyen long terme, pourquoi pourrait-on pas rêver à des projets de recherche entre le CIUS et des étudiants en maîtrise doctorat basés sur l'exploitation des données qu'on va accumuler avec le temps. Donc, je vous laisse sur cette petite question-là. Donc, je pense, Luc, qu'on serait prêt à prendre des questions des participants. Absolument. Peu importe l'interlocuteur ou le sujet qui a été couvert, on est prêt pour vos questions. Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. On invite les gens qui ont des questions à poser, quelles qu'elles soient, de ne pas hésiter. Il n'y a pas de questions, ça veut souvent dire que c'est très clair. Oh, quelqu'un a une question ici. Si je n'ai pas fait de cours en intelligence artificielle, pourrais-je prendre ce domaine? Oui, comme je disais tantôt, là, c'est un bac qui commence. Donc, les gens qui travaillent avec nous n'ont pas nécessairement passé par là. Ça sera une valeur ajoutée s'ils passent par là, mais on a besoin de programmeurs SQL, on a besoin d'analystes fonctionnels. Le développement avec Power BI, c'est du développement plus par composante graphique un peu, avec un peu de SQL. Donc, il y a plusieurs profils qui sont requis. On a même des gens dans l'équipe là, qui proviennent des secteurs cliniques, mais qu'avec le temps, sont en amélioration continue, de profils là, très variés. Là, puis Marc l'a soulevé aussi, là, dans une carrière, moi, j'ai été plus au niveau administratif à mes débuts. Marc est beaucoup au niveau clinique. Il y a plusieurs possibilités là, pour quelqu'un qui joint le CIUS. En fait, si je peux ajouter, Stéphane, j'aimerais même le mentionner. On a des contrats avec Microsoft pour offrir de la formation. Puis présentement, là, on en offre là, à nos gens intéressés là, au BI là, annuellement. Donc, il y a moyen, là, il y a de la formation continue avec les programmes Microsoft, là, tout pour les outils pour apprendre le BI. On offre aussi ça comme organisation. Il y a une autre question que je vois. Bon, j'ai des connaissances en SQL, mais pas dans l'autre langage. Est-ce que ça compte? Puis je pense que Jean-Roch a un peu répondu, là. On regarde, oui, les compétences, mais aussi l'attitude des gens qui joignent au CIUS. Le CIUS, c'est des gens qui prennent soin des gens. Donc, on doit sentir un peu cette personnalité-là dans les embauches qu'on fait. Il y a beaucoup de formation qui est donnée. Les collègues
donc s'auto-forment aussi, là, accompagnent les gens qui ont un peu moins de connaissances pour faire accélérer la courbe d'apprentissage. Autre question que je vois, pourrait-on faire le stage en automne ou c'est seulement pendant l'été? Je vous dirais que présentement, justement, en intelligence d'affaires, dans le groupe d'informatique décisionnelle, on a un stagiaire du bac en informatique qu'on a eu à l'automne et qu'on a prolongé cet hiver. Donc, oui, il y a des possibilités pour les stages, peu importe la session pour lesquelles vous faites. Puis je vous dirais qu'en automne-hiver, le personnel est plus présent, donc c'est encore plus facile pour nous d'intégrer ces gens-là qu'en été. C'est pas qu'en été, on n'a personne, mais étant donné que le personnel est présent au complet là, en automne-hiver, ça permet d'encore mieux encadrer les stagiaires. Les stages aussi, selon le programme, apparaissent à différents moments. Ce n'est pas la même chose si on est au baccalauréat qu'à la maîtrise à ce moment-là. Oui, puis pour compléter sur ce que Stéphane a dit, nous, nos valeurs organisationnelles, on en a 3. On a la bienveillance, on a la collaboration, puis on a aussi l'excellence. Et vous avez remarqué, on n'est pas seulement un 6, on a un U dans notre CIUS. Là. Donc, on a aussi une mission universitaire. Fait que nous, ça fait partie de notre ADN d'organisation, là, de travailler là, avec encourager les stages, encourager aussi le rayonnement dans la collectivité au Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'on a d'autres questions? Actuellement, ce stage serait mon premier, mais j'ai encore des doutes sur mes compétences car mes enseignements sont plus généraux. Comment bien choisir son domaine? C'est une bonne question. J'aimerais ça peut-être l'apprendre, c'est là, Jean-Roch. Oui. Je reviendrai aux valeurs que tu as nommées. Tu sais, dans la vie, il y a le savoir-faire, le savoir-faire qu'on apprend en grande partie à l'école et avec l'expérience, et aussi le savoir-être, qui est la manière qu'on est dans la vie en tant qu'être humain, en tant que collaborateur, la bienveillance, l'excellence, collaboration, c'est nos 3 valeurs rentrent directement là-dedans. Donc, les personnes avec qui on veut collaborer, travailler, nous, c'est clair que quand on investit du temps à former quelqu'un, c'est parce qu'au préalable, on a senti que c'est une personne qui avait des bonnes valeurs, un bon savoir-être. Donc, tu sais, le savoir, ça s'apprend, ça s'acquiert, on accède à la formation et tout. C'est en continu dans notre carrière. On a tous progressé à notre rythme selon nos différents profils. Donc, je voulais juste renforcer l'importance des valeurs pour nous. On cherche des individus, parce que c'est ça qui va transparaître en eux, leur attitude, leur intérêt à venir travailler dans une organisation comme la nôtre pour le type de service qu'on offre. Peut-être autre point à rajouter aussi, vous avez vu avec moi puis Jean-Roch un focus plus logiciel, mais on a d'autres directions, donc une qui est au niveau télécom, téléphonie, sécurité. Je disais d'autres directions, d'autres services. Donc, télécom, téléphonie, sécurité. On a tout le volet infrastructure, donc serveur, diffusion des applications. Et on a énormément de personnes au niveau du service client qu'on appelle. Donc, c'est vraiment le support terrain, la ligne téléphonique d'assistance, ainsi de suite. Donc, ça couvre avec ces 5 services-là là, toute l'envergure des services qu'on donne là, aux 12 000 employés du CIUS. Je me permets de mentionner, on a sur notre site web du DIM, on a mis le lien vers la plateforme d'inscription pour un stage au CIUS. Est-ce que c'est encore, elle est encore accessible en ligne? Est-ce que c'est encore un outil d'actualité? Je vais élaborer là-dessus, Justine. C'est sûrement une question que vous traversez à l'esprit. Comment je fais pour pouvoir travailler au CIUS? Il y a 2 volets. Il y a le volet par stage. Un peu l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui, vous faire connaître notre établissement, c'est un intérêt pour les stages. Donc, c'est définitivement la seule et unique voie de passage qu'on préconise, c'est passer par la page à laquelle Justine fait référence dans votre portail web interne de l'UQAC, où c'est très exhaustif, où vous allez pouvoir nous annoncer d'emblée c'est quoi votre intérêt par rapport à votre champ de spécialité, c'est quoi vos plages de disponibilité, etc. Ça nous éclaire déjà pour faire un préfiltrage. Et il y a naturellement sur le portail Santé Saglac, le portail public de notre établissement, il y a une section carrière, emploi. En continu, il y a des postes d'affichés
des postes de techniciens et d'analystes en informatique. Donc, vous pouvez vous inscrire aux alertes automatiques lorsque des postes dans ces secteurs-là sont affichés pour être informés automatiquement par courriel. Donc, ça, c'est pour accéder par la voie officielle pour obtenir un poste dans notre établissement lorsque vous avez naturellement les requis nécessaires, c'est-à-dire avoir complété votre diplôme, etc. Donc, c'est les 2 voies de passage pour accéder à notre établissement en tant que travailleur. J'ai mis les liens dans la discussion. Merci. Peut-être prendre la question que Marc V nous a transmise. Avez-vous des postes dans le développement mobile? C'est une bonne question, c'est super intéressant. J'ai une équipe de développement là, dans mon service qui répond en fait aux besoins on répond aux besoins de toutes sortes de façons, de notre clientèle, de nos professionnels de la santé. Puis, en premier lieu, on regarde si on a quelque chose qui peut répondre aux besoins, mais quand on n'a rien, on peut sonder le marché. On a différentes options, différentes avenues qu'on doit analyser. Des fois, il existe déjà une application qu'on pourrait acquérir, qui pourrait répondre, on va valider, on va regarder, on va aller en appel d'offres, on va faire les processus qu'il faut. Mais des fois, on se retrouve dans la situation où il n'y a rien il n'y a rien sur le marché qui peut répondre aux besoins. Dans ce cas-là, ben moi, je fais appel à mon équipe de développement, puis on va aller développer une application spécialisée qui va être dédiée au secteur ou aux besoins organisationnels pour répondre aux besoins. Dernièrement, on a commencé à regarder les possibilités qu'on aurait dans le mobile, mais je dois vous avouer que présentement, il n'y a pas vraiment d'application mobile en développement dans notre réseau. Par contre, moi, je ne suis pas fermé à l'idée et c'est certain qu'on évolue. Il y a plusieurs projets ministériels qui nous ouvrent des portes, dont tous les outils au 365, la connexion unique au réseau, tout ça nous ouvre des portes pour que ce soit possible. Parce que, comme l'a dit mes collègues tout à l'heure, c'est l'enjeu de sécurité qui revient toujours. La sécurité des données, la confidentialité des données, c'est non négociable. Nous, on a dans les systèmes, il y a le pedigree de plusieurs gens. Mais on n'a pas accès à ça, puis il faut protéger ces données-là. C'est primordial, c'est même non négociable, comme l'a dit Stéphane. Je ne sais pas si ça répond bien, là, mais bref, on a de l'ouverture, mais on n'est pas encore là exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble clair. Je ne sais pas, Luc, si c'est le temps de remercier la belle participation qu'on a eue aujourd'hui. On est très, très heureux de vous avoir rencontrés. Ben, tu m'enlèves les mots de la bouche. On apprécie de votre participation. La conférence était enregistrée, donc n'hésitez pas à encourager vos pairs qui auraient pu la manquer à la consulter s'ils ont des questions eux-mêmes. Merci beaucoup pour votre intérêt. Puis, Justine, s'il y avait des questions après cette présentation-là supplémentaire, est-ce qu'on demande aux gens de passer potentiellement par toi? Ou ils peuvent passer par moi. Oui, ils peuvent passer par moi sans problème. Je vous les ferai parvenir, puis vous pourrez, la personne qui est rattachée au secteur pour pouvoir répondre à la question, pourra faire le suivi. Là. Puis, de toute façon, la rencontre va être rendue accessible par le biais du site Web. Les étudiants vont en être informés via courriel. Fait qu'un grand merci à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement.